Ouais, c'est parti. On va démarrer les 11h03. Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire régional Open 2, restitution de la phase 1 et lancement de la phase 2. Donc, quelques bonnes pratiques pour démarrer. Pour le confort de tous et comme nous sommes nombreux, vos micros sont désactivés, mais vous pouvez bien entendu et à tout moment poser vos questions dans la conversation. Nous nous tenons à votre disposition pour y répondre. Dans tous les cas, sachez que nous réservons une partie questions-réponses à la fin de cette séance. Et d'autre part, comme vous le constatez, ce webinaire est enregistré et le replay vous sera fourni ultérieurement, ainsi que la présentation d'aujourd'hui. Bien, le slide suivant. Donc, je suis Laetitia Bonin, responsable du programme Ségur numérique à l'Agence régionale de santé. Cette présentation se fera à plusieurs voix. Ma collègue Dominique Guinaudot, référente Open 2 à l'agence, vous présentera le bilan de l'instruction phase 1 et la phase 2 du programme Open 2. Jean-Baptiste Le Foll, Adrien Malos et Benoît Muller du GRADE vous donneront plus de détails sur la partie accompagnement et moyens d'identification électronique. Le programme de financement à l'usage Open 2 prend le relais des programmes Open et CNES pour accompagner la transformation numérique des établissements de santé et encourager le développement des usages numériques. Usages qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients et de simplifier la vie des soignants. Par contre, il y a un micro qui n'est pas coupé là. Ouais, merci. Oui, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Dans la phase 1 du programme Open 2, nous étions sur la continuité de CNES, donc le partage des documents avec les patients et les professionnels via mon espace santé et les messageries sécurisées de santé. Dans la phase 2 du programme, la transformation et la pérennisation des usages va passer par la gestion des identités et des accès pour permettre les nouveaux usages de consultation du DMP et des projets relevant de thématiques prioritaires pour améliorer la prise en charge. Vous le savez, le Ségur numérique facilite, fluidifie, mais aussi sécurise le partage des données de santé. Pour rappel, dans la première étape, qu'on a appelée vague 1 du Ségur, on cherchait à faire rentrer dans les pratiques de nos professionnels les échanges de documents de santé concernant leurs patients, avec une alimentation qui a très bien fonctionné. Là, pour cette deuxième étape, nous devons garantir et pérenniser nos usages de manière progressive. Et c'est tout l'objet de la vague 2 du Ségur, avec un accent fort sur la consultation en intégré dans votre DPI. La facilitation de la consultation de toutes les informations qui concernent les patients. Informations qui sont mises à disposition dans leurs espaces santé. Cette consultation ne peut se faire qu'en ayant pris soin de se connecter de manière sécurisée au préalable. Donc, après ces propos introductifs, l'organisation de ce webinaire aujourd'hui sera la suivante. Donc, tout d'abord, nous allons vous livrer la restitution du programme de financement Open 2 phase 1. Ensuite, nous vous présenterons le contenu de la phase 2 du programme, ses ambitions, son articulation, les appels à projets, les candidatures, bon, vous saurez tout. Puis, nous vous attarderons sur l'accompagnement du GRADE, une partie glossaire avec nos sources documentaires, ensuite vos points de contact en région Pays de la Loire, et enfin, nous clôturerons ce webinaire avec une partie dédiée aux questions-réponses. Voilà, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, le slide suivant. Alors d'abord, on souhaitait faire un retour sur la phase 1 pour vous partager ces informations qui ont été très très favorables pour la région Pays de la Loire, puisque 95% des établissements éligibles au programme se sont mobilisés pour cette première phase, ce qui est excellent, ce qui faisait 119 établissements sur 125.
Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le taux moyen d'atteinte par objectif est de 82%, ce qui est excellent. Et pour cette phase 1 du programme, il y a 9,3 millions d'euros qui ont été délégués aux établissements concernant l'atteinte des prérequis et l'atteinte des cibles d'usage. Alors, il y a eu malheureusement quelques loupés et il y a eu des objectifs qui n'ont pas été atteints. Donc, ces raisons sont nationales, hein. C'est une tendance, la région Pays de la Loire suit la tendance nationale. Donc, pour l'objectif P102, on l'entend plus. Non, on n'a plus non plus. Il y a un problème de Oui, On a un bon, souci de son, ouais. Merci. C'est bon, c'est résolu. Donc, juste pour dire que, voilà, pour revenir en arrière, très forte participation des établissements, 95%, donc 119 sur 125 établissements, et que 82% des taux d'atteinte par objectif, ce qui est excellent. Et donc, le soutien financier a été délégué aux établissements à la hauteur de 9,3 millions d'euros, que ce soit pour les prérequis ou les usages. Donc, la raison de non-atteinte des cibles, elle est nationale, hein. La région Pays de la Loire suit cette tendance. En ce qui concernait généralement l'objectif P102, c'était un des sous-objectifs, un des sous-indicateurs qui n'était pas atteint, donc soit leur non-sortie, soit la lettre de liaison. L'objectif, le compte-rendu de consultation, qui était un nouveau indicateur, généralement, les professionnels de santé n'étaient pas prêts ou cet indicateur n'avait pas été discuté en CME, un peu trop court en termes de délai pour mobiliser les professionnels. L'usage de la messagerie citoyenne, pour cette première phase, c'était surtout de faire le focus sur des parcours qualitatifs. Et il y en a très peu qui ont été choisis. Et d'autres paramètres qui n'ont pas permis l'atteinte des cibles, qui sont d'ordre plus de l'ordre du matériel, c'est qu'en fait, les solutions Ségur ont été installées trop tardivement. Il y a eu des DPI qui étaient en cours d'évolution, le choix de mesures qui n'était pas forcément bon, ou des statistiques fournies par les éditeurs qui étaient erronées et qui ont du coup donné des statistiques fausses pour les établissements. Et globalement aussi, une qualité des dossiers qui était inférieure à SONES, avec des documents qui dataient de 2021-2022, en fait, correspondant à SONES, des documents documents de sortie qui n'étaient pas anonymisés. Voilà, cette qualité a généré beaucoup d'échanges avec les établissements. Donc, sur cette carte de France, vous visualisez les résultats des bilans des différentes régions. Ces pourcentages sont les taux d'atteinte des objectifs pour tous les établissements candidats acceptés au programme Open 2 phase 1. Donc, ce que vous voyez, 4 régions obtiennent des résultats supérieurs à 80%. C'est le cas des Pays de la Loire, avec, comme ça vient d'être dit, 82% en moyenne de taux d'atteinte des objectifs, ce qui est très bon. Notre région occupe donc la 2e place, ex aequo avec la région PACA et derrière la Bourgogne-Franche-Comté. Une fois de plus, ce qu'on peut dire, c'est que ce taux il traduit l'engagement fort de nos établissements sanitaires ligériens et votre implication, évidemment, même si le pourcentage est à relativiser quelque peu par rapport au nombre total d'ES. Merci. Ici, nous vous proposons un comparatif entre les résultats des programmes de financement à l'usage SONES et Open 2 phase 1. Soulignons tout d'abord l'excellent taux de qualification de l'INS qui atteint 98%, donc 117 établissements sur 119. Ça, c'est pour l'objectif 1. Pas de comparaison possible avec le programme précédent puisque la qualification de l'INS n'était pas un objectif en tant que tel, mais un prérequis pour l'alimentation du DMP. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, entre les 2 programmes, nous constatons une baisse au niveau des taux.
mais pas au niveau des données brutes. En valeur absolue, plus d'établissements ont candidaté et plus d'établissements ont réussi à atteindre leur cible. L'objectif 2, lettres de liaison et ordonnances de sortie, est passé de 92 à 87%. L'objectif 3, compte rendu opératoire, quant à lui, est passé de 97 à 85%. Notons également le bon niveau d'atteinte du tout nouvel objectif 4, compte rendu de consultation, avec quasiment 60% d'atteinte. Ensuite, baisse pour les objectifs 5 et 6, compte rendu de biologie et compte rendu d'imagerie. À l'inverse, l'envoi de la messagerie professionnelle, donc là on est dans l'objectif 7, a connu une réelle augmentation entre les deux programmes, passant de 84 à 89%. Enfin, nous constatons une légère baisse entre les deux programmes SunES et Open2 pour l'atteinte de l'objectif 8, c'est-à-dire l'envoi par messagerie citoyenne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie Open2 phase 1. Nous allons passer à la partie Open2 phase 2. Il y a eu un petit temps de latence entre chaque slide, oui. Entre chaque slide, mais ça va s'afficher. En attendant que la slide se projette, vous savez, donc, il y avait une phase 1 dont on vient de parler, et donc la phase 2, qui est l'objet de ce webinaire, se décompose en 3 sous-blocs. Le premier sous-bloc, c'est la mise à jour des pays via le SONS, pour permettre la consultation par les professionnels de santé du DMP, et aussi de recueillir le consentement du patient. Il y a un deuxième sous-bloc qui concerne le renforcement de la sécurité des systèmes d'information et de l'identification des utilisateurs. Donc, c'est à travers les programmes CARE, donc je pense que vous avez entendu parler, ainsi que de HospiConnect, dont on va parler un petit peu plus tard. Et ce second sous-bloc, HospiConnect, va permettre de gérer les accès pour la consultation du DMP. Et enfin, le troisième sous-bloc, qui vise à améliorer la prise en charge des patients pour simplifier le quotidien du travail des soignants, vise à accompagner la transformation des pratiques et développement des usages numériques. Donc, c'est ce qui va faire l'objet des appels à projets Open2. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que si les établissements souhaitent candidater au troisième sous-bloc, donc l'appel à projet Open2, il faudra absolument que l'établissement se soit positionné sur la partie HospiConnect Open2. Alors, nous allons faire un petit focus sur la partie HospiConnect Open2. Alors, HospiConnect, en fait, a été lancé lors du programme CARE. Et HospiConnect, en fait, se découpe en 2 sous-parties, donc avec un volet matériel et un volet transformation. Désolée, nous avons quelques petits soucis d'affichage. Peut-être, Benoît, je ne sais pas si tu as la possibilité de prendre la main sur l'affichage, sinon. Donc, ce que je vous disais, effectivement, donc HospiConnect se découpe en 2 sous-volets. Donc, un volet matériel pour financer les dispositifs d'authentification à double facteur. Donc, le double facteur, ça peut être un mot de passe plus un code pour se connecter au système d'information. Et un volet
transformation qui, là, est vraiment pour financer les projets liés à la gestion des identités et des accès. Tout ça en lien avec la gestion des ressources humaines et faciliter aussi donc, les consultations du DMP. Alors, ce qui est très important par rapport aux autres programmes précédents, c'est qu'en fait, c'est un vrai projet d'établissement qui va engager une multitude de métiers de l'établissement. On est en train de changer de présentateur pour voir si ça résout le problème de latence entre les slides. Merci Benoît. Alors, le volet matériel, donc, ce sera qui va s'étaler donc sur 3 ans, de 2026 à 2028. Contrairement, pareil, aux autres programmes, sera basé sur l'effectif de tout l'établissement, c'est-à-dire soignants et personnel administratif, libéraux comme salariés. Alors, ce sera financé par l'ANS sur la base de factures d'achat, des dispositifs d'identification et matériel associés, donc ça peut être des cartes, des clés de sécurité, des lecteurs. Ce sera important de conserver les factures. Et l'ANS fournira une carte CPS à la hauteur de 12 €. Mais pour cela, il faudra que l'inscription des professionnels de santé soit effective dans les répertoires nationaux. Donc, ça pourrait être les professionnels de santé, y compris les fonctions support. Et afin de réduire les coûts, la durée de vie de ces cartes sera étendue à 6 ans, avec une mise à jour à distance des certificats. Et il sera possible aussi que l'établissement puisse utiliser ce solde pour financer d'autres matériels afin de se connecter via des moyens d'identification électronique. Alors, ce qui est important, c'est que cette convention matérielle sera établie entre l'établissement et l'ANS après la validation de la candidature par l'ARS. L'ARS ne sera pas en contact pour cette convention matérielle. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je pense que je vais laisser la parole du coup au grade pour le volet transformation. Tout à fait. Alors, j'attends que ça apparaisse. On a un vrai problème de latence. Voilà, donc sur le volet transformation, donc l'idée étant de contribuer à l'évolution de la gestion des identités, des accès, pour permettre la consultation du DMP intégré au DPI. Donc les objectifs qui ont été définis dans le cadre d'Hospice Connect se découpent en 2 gros blocs. Le premier étant de travailler à la maîtrise de la gestion de la chaîne de gestion des identités et des accès au SIH. Cet objectif étant lui-même découpé en 4 sous-objectifs. Le premier étant la gestion des identités, avec un focus particulier sur le fait que l'identifiant RPPS, donc l'identifiant national des professionnels, soit correctement associé à chacun des comptes utilisateurs et connu du DPI. Que de la même manière, il y a un travail réalisé au terme de qualité, de permission des accès au DPI, et que celle-ci soit bien mise à jour lors des mouvements du personnel, donc à l'arrivée d'un nouveau personnel, lors d'un changement de service ou lors du départ. Très important, l'accès au DPI, comme on l'a dit, va nécessiter l'utilisation d'un MIE à double facteur. Tout ça en conformité avec la réglementation définie dans le référentiel d'identification électronique.
Donc l'accès au DPI peut se faire avec ce MIE, doit se faire avec ce MIE double facteur. Évidemment, si le MIE est utilisé au niveau de la session utilisateur en amont de l'accès au DPI, ça fonctionne aussi. Enfin, techniquement, il faut que le DPI soit en capacité de proposer un accès en consultation au DMP intégré directement dans le DPI, quelle que soit la modalité technique qui serait retenue. Mais donc, une fois tous ces éléments technico-organisationnels, on va dire, du point 1 étant réunis, on va pouvoir rendre effectif l'accès au DMP pour les professionnels autorisés. Donc, c'est les objectifs 2, qui sont des objectifs plutôt liés à de l'usage, qui nécessitent en 2.1 le consentement, enfin le recueil du consentement des patients à la consultation de leur DMP. Donc, il faut que ce soit intégré dans votre système. Et tout ça va permettre donc finalement que les professionnels autorisés puissent consulter le DMP intégré au DPI. Alors, sur tous ces objectifs, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup d'impacts techniques en particulier et opérationnels. Donc, le groupement e-santé va vous proposer le 29 janvier un webinaire qui sera dédié à détailler chacun de ces objectifs d'un point de vue opérationnel, donc qui s'adressera particulièrement à aux personnes au profil peut-être un petit peu plus technique pour creuser ces questions-là. On va pouvoir voir sur le slide suivant quand même quelles sont les cibles attendues sur ces 3 ans pour chacun de ces objectifs. Je vois juste une question qui a été posée par rapport à l'heure pour le webinaire du 29 janvier. On vous la communiquera dès que le rendez-vous sera exactement fixé. On veillera bien à vous le communiquer le plus vite possible. Oui, et puis moi, du coup, je rebondis parce qu'il y avait une question sur faut-il attendre la signature des conventions avant d'investir? En fait, ce sera la date de publication de l'instruction, en fait, où vous pourrez commander, où les dates seront valables pour générer les dépenses. Ah, voilà, enfin, donc, il y a 3 jalons à retenir, hein, juin 2026, juin 2027, juin 2028 pour fournir les preuves associées aux cibles des différents objectifs qu'on a décrits. Première chose à retenir pour juin 2026, donc cette année, ce qui est attendu, c'est entre guillemets simplement une note de cadrage du projet et un remplissage d'indicateurs de maturité. Alors ces 2 éléments, Dominique va les détailler juste après. Concernant 2027 et 2028, de manière très succincte, ce qu'on peut dire, c'est donc il y a une progressivité dans les cibles pour chacun des objectifs. Très rapidement, et vous pourrez consulter le support à tête reposée par la suite, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes d'identifiant RPPS connu du système, dans un premier temps, on va l'attendre nécessairement. Alors, il faut revenir peut-être un slide en arrière, pardon, Benoît. On a passé un peu vite. Donc oui, je peux le dire comme ça directement. Le principe, c'est que ce soit en premier lieu les médecins et les IDE qui soient concernés par tout ce qui concerne MIE, double facteur, association de leur identifiant RPPS dans le système et consultation du DMP intégré au DPI. Et en 2028, il faudra, voilà, ça réapparaît, en 2028, il faudra que toutes ces fonctionnalités-là, tous ces objectifs concernent tous les utilisateurs du DPI, indépendamment de leur profession. Concernant la gestion des permissions d'accès, en 2027, ça peut se faire toujours de manière manuelle, mais si ce n'est pas automatisé. L'important étant qu'il y ait une procédure qui soit décrite et opérationnelle. En 2028, on veut que ce soit automatisé. Les deux objectifs plus liés à de l'usage, donc qui sont le recueil du consentement des patients à la consultation du DMP et la consultation effective du DMP intégré au DPI. Donc là, ce qui est attendu en 2027 et 2028 sont des pourcentages de recueil donc, du consentement du patient de 75% en 2027, 90% donc, du flux mensuel de patients en 2028. Et pour la consultation du DMP intégré au DPI, on attend que 40% des utilisateurs habilités passent par cette consultation intégrée en juin 2027 et pour atteindre 60% en juin 2028. Et encore une fois, ce qui est important en 2026, c'est une note de cadrage qui est attendue, une note de cadrage et un remplissage des indicateurs de maturité. Et donc, on peut passer au slide suivant. Dominique, du coup, pour détailler ces éléments-là.
Alors, la note de cadrage, comme vous le voyez sur la slide toujours projetée, les indicateurs de maturité, ça va être vraiment la cible pour le mois de juin, pour le 26 juin 2026. C'est tout ce que vous aurez à faire pour cette année. Alors, cette note de cadrage, elle permet de poser la gouvernance du projet avec tous les acteurs impliqués et pas uniquement la DSI. C'est important que ce soit, on n'oublie pas que c'est vraiment un projet d'établissement. Et elle renseignera la maîtrise, la trajectoire à appliquer pour maîtriser les identités et l'accès au système d'information hospitalier. Alors, cette note devra contenir des indicateurs de maturité qui devraient être complétés à l'échelle de l'entité juridique. Alors, à ce jour, ces indicateurs de maturité sont en cours de définition. Ils sont travaillés par des travaux d'ateliers de travail interrégional. Alors, cette note de cadrage, elle contiendra 8 rubriques. Donc le contexte du projet HospiConnect, les objectifs opérationnels, donc les indicateurs que vous mettrez en place, ainsi que les cibles à atteindre, la gouvernance du projet avec l'équipe projet qui sera multimétier, les modalités de coordination et de communication, comment vous allez communiquer au sein de votre établissement, un calendrier prévisionnel avec les phases et les jalons clés, donc plutôt un planning macro. Il nous faudra absolument le compte-rendu du lancement de cette note de cadrage, enfin, la première réunion que vous ferez autour de cette note de cadrage. Aussi des indications sur la façon dont vous allez suivre ce déploiement au sein de votre établissement, donc par des indicateurs que vous mettrez en place, des outils de reporting, et enfin la communication aux professionnels de santé. Donc les ARS vont vous proposer un modèle pour vous appuyer, pour pouvoir remplir ces 8 rubriques. Et en fait, si l'une de ces rubriques n'est pas incluse dans la note de cadrage, celle-ci pourra être refusée. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Donc là, effectivement, là, on va parler un peu plus financement. Alors, précédemment, contrairement aux autres programmes, la modalité de financement se fera à partir de la SAE. Donc SAE 2024, si elle est disponible, 2023 ou 2022, voilà, suivant les disponibilités. Et ce financement concerne l'ensemble des salariés et libéraux de l'établissement. Donc, quand vous voyez donc ici, comment dire, le détail, pour les établissements qui ont entre 1 et 50 agents, donc le montant fixe est à 6 600 €, donc ce qui fait un montant maximum de 19 800 € sur 3 ans. Et donc on peut aller donc au-delà du 100 millième argent, donc vraiment pour les très grosses structures, le montant sera de 32 € par agent et par an, donc ce qui fait 96 € sur 3 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important, c'est que la première année, donc vous toucherez 40% du montant, et au fur et à mesure, sur les 3 ans, vous devrez atteindre les 6 objectifs. Donc, ce qui est important, c'est que d'une année sur l'autre, les objectifs qui auront été atteints l'année précédente doivent être mis à jour l'année suivante, ce qui permettra à l'établissement de bénéficier du maximum du montant auquel il a droit. Voilà, et donc à la fin de l'année de 2027-28, normalement, si tous les objectifs sont atteints, l'établissement aura 100% du montant auquel il a droit. Je vais passer là, là-dessus. Laetitia. Voilà. Merci. Ça y est, on a retrouvé la fluidité dans le passage des slides, ça sera plus facile pour tout le monde. Alors voilà, c'est vrai que c'est ce que je vous expliquais là, sur la slide précédente, c'était peut-être un petit peu compliqué, donc on vous a fait un exemple concret
pour un exemple d'un établissement qui a 800 agents, donc il peut bénéficier d'un plafond annuel de 39 050 € sur les 3 ans, donc en 2026, 2027, 2028. Donc là, pour cette année, le premier objectif, c'est de compléter les indicateurs de maturité et il dépose la note de cadrage. Donc, il a droit à un montant éligible de 39 050 €, mais il ne faut pas oublier qu'il va forcément engager des dépenses pour pouvoir atteindre cet objectif et qui seront à la hauteur de 30 000 €. Et donc, le montant perçu sera de 30 000 €, puisqu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi les surcompensations. Sur 2027, il aura atteint 3 objectifs sur 6, donc il pourra percevoir 64% des 39 050 €, soit 24 992 €. Mais comme il aura engagé peut-être 34 000 € de dépenses, il pourra percevoir 24 992 €. Et la dernière année, où l'établissement aura atteint ses 6 objectifs, il pourra percevoir les 100% de 39 050 €, mais il aura peut-être engagé 50 000 € de dépenses, donc ce qui est largement supérieur à ce qu'il pourra prétendre. Donc, il pourra percevoir un montant de 39 050 €. Alors, il y aura un fichier qui va être mis à la disposition des établissements avec les établissements éligibles, et dans ce fichier, vous aurez les montants auxquels vous aurez droit sur les 3 années, ce qui pourra vous permettre de faire une projection financière. Laetitia, si tu peux passer la slide suivante. Alors, pour bénéficier de ces financements, donc il faut évidemment que l'établissement ait atteint un ou tous les objectifs concernés. Donc, il faudra que l'ARS valide les objectifs. Et comme expliqué précédemment, les objectifs atteints de l'année précédente seront à actualiser pour l'année suivante. Donc, il y aura donc un montant maximum, donc par établissement, et ce montant ne peut pas dépasser les dépenses éligibles qui sont engagées par l'établissement et qui seront déclarées auprès de l'ARS. Donc, on vous demandera de garder les justificatifs pour un éventuel contrôle. Les dépenses peuvent être liées au renforcement de l'identification des professionnels de santé, ainsi qu'à la mise en place de cette note de cadrage et de la consultation de mon espace santé. Donc, on vous a listé le type de dépenses éligibles. Donc, ça peut être lié à la gestion du projet, au développement de solutions, au déploiement des solutions, au paramétrage, aux formations, à l'accompagnement au changement, au support technique. Donc, les factures seront valides à partir de la date de publication de l'instruction, qui n'est pas encore officielle, mais qui sera imminente. Et donc, sur 2027, l'établissement pourra présenter des factures de 2026 à partir de la date de publication de l'instruction. Alors, les critères d'éligibilité. Alors, tous les établissements éligibles peuvent candidater à cette partie HospiConnect Open 2, que ce soit du lucratif ou du non lucratif, du public, et que ce soit, qu'ils aient une activité de MCO, de SMR, de psychiatrie, de HAD ou de dialyse. Donc, les conditions d'éligibilité se font, par rapport à SONS et par rapport à un fichier qui sera mis à votre disposition. Donc, lorsque vous candidaterez, il ne sera pas nécessaire de candidater en 2026, 2027, 2028. La candidature est valide pour sur les 3 ans. Alors, en ce qui concerne la candidature est portée par l'entité juridique pour les établissements du secteur privé et privé non lucratif. Pour les établissements publics, c'est l'établissement support de GHT qui porte l'ensemble des candidatures pour tous les établissements parties du GHT. Et il faut évidemment que ces candidatures soient validées par les instances dirigeantes du GHT.
Alors, chaque établissement, chaque entité juridique dépose sa note de cadrage ainsi que les indicateurs de maturité. Alors, la même note de cadrage, si elle est pertinente, peut être déposée pour plusieurs entités juridiques. De même, pour le GHT, il n'y aura qu'une seule note de cadrage et cette note de cadrage intégrera bien tous les établissements du GHT. Et il faut que cette note de cadrage, effectivement, s'inscrive dans la stratégie du GHT. Alors, ce qui est important, c'est de dire, comme pour le programme CARE, il n'y aura qu'une seule personne habilitée à déposer le dépôt des preuves sur la plateforme Convergence. Laetitia, si tu veux passer là. Alors. C'est juste sur cette partie GHT, il y avait une question. Donc, la candidature se fait au niveau du GHT et le financement, lui, est bien par ES. Alors, le financement, ce sera au niveau du GHT. Du GHT, comme pour la phase 1 du programme, c'est le GHT qui recevra les financements. Alors, la candidature donc, se fera sur la plateforme Convergence courant janvier. Donc, le lien sera disponible prochainement. Donc, ce qu'on vous demandera, il n'y a aucun prérequis demandé. Par contre, il faudra effectivement l'identification de l'entité juridique avec le FINES PMSI, qui sera l'établissement qui sera porteur pour générer les conventions et le paiement. Il faudra aussi l'identification de l'équipe projet avec donc, le référent du projet qui sera contacté plus facilement, une personne de la DSI, un responsable de la démarche qualité, une personne des services des ressources humaines, le RSSI, un représentant métier de l'établissement et surtout le signataire, effectivement, pour signer les conventions. Et il vous sera demandé donc, un RIB pour pouvoir procéder au paiement. Et donc, cette date de limite de candidature est acceptable jusqu'au 13 février 2026. Alors, on a essayé de vous mettre les dates les plus importantes à venir. Donc, la publication de l'instruction va se faire sous peu. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez engager les travaux et donc, du coup, commencer à travailler sur vos financements et sur les factures. Donc, le 13 février 2026, ce sera la date de fin des candidatures par les établissements. Donc, en février-mars, ce sera la validation des dossiers par l'ARS et donc du coup la génération des conventions donc ANS établissement pour la partie matérielle et la convention ARS établissement pour le volet transformation. Après, donc sur les 3 années, donc vous avez donc jusqu'en mars, jusqu'au 26 juin pour produire la note de cadrage, donc toujours sur la plateforme Convergence, la date de limite étant le 26 juin. Donc du 26 juin au 15 septembre, donc il y aura l'instruction des dossiers par l'ARS avec éventuellement des échanges avec les établissements. Et le 15 septembre étant la date limite des instructions. Et donc, à partir du deuxième semestre 2026, il y aura la délégation des amorçages aux établissements. Et puis sur 2027, donc le 11 juin 2027, ce sera la date de limite des dépôts pour les cibles à atteindre en 2027. Du 12 juin au 15 septembre, ce sera la phase d'instruction, donc toujours avec des échanges avec les établissements si nécessaire. Et sur 2028, donc le 16 juin, la date limite pour déposer les preuves pour les derniers objectifs restants. Et donc, de 17 juin au 15 septembre, les instructions. Donc, nous allons passer du coup au troisième bloc, je dirais, comment dire, de ce programme Open 2, qui est l'appel à projet. Donc, l'appel à projet vise toujours à accompagner l'évolution des systèmes d'information hospitaliers, donc, toujours pour améliorer la prise en charge des patients et simplifier le travail des soignants sur les années 2026-2027. Donc, les thématiques qui sont proposées sur cet appel à projet sont issues des remontées terrain qui ont été faites au cours des précédentes années.
Donc, c'est articulé donc, entre les plans ministériels et des dispositifs ministériels qui existent déjà. Donc, il y aura quatre grandes thématiques. Donc, le rattrapage de la maturité numérique pour les établissements qui n'ont pas été acceptés ou qui n'ont pas atteint les cibles pour les précédents programmes SNES et Open 2 phase 1. Il y aura une autre thématique qui concerne le désengorgement des urgences, une troisième sur l'organisation de la logistique des produits de santé et la dernière sur la gestion du temps de travail et les processus des ressources humaines. Alors, chaque thématique, en fait, est divisée en 4 sous-objectifs. Donc, en ce qui concerne la fracture numérique, donc le rattrapage de maturité, les établissements auront le choix de choisir entre 1 et 4 objectifs. Donc, c'est vraiment un rattrapage de la phase 1 de Open 1 et de SNES. Donc, en ce qui concerne les urgences, ce sera donc que vous aurez le choix entre fluidifier la prise en charge, disposer de la vision capacitaire, d'accélérer la prise en charge des décisions pour les personnes se présentant aux urgences et d'améliorer l'expérience patient. Pour les produits de santé, ça pourrait être aussi de fiabiliser les référentiels de données des produits. Ça pourrait être aussi de fiabiliser la gestion des stocks, d'anticiper les tensions et de contribuer à la veille sanitaire. La quatrième thématique, qui pourrait être la politique RH, sera de disposer d'un référentiel organisationnel, de suivre le temps de travail aussi, ce qui peut être aussi important, pour savoir effectivement comment est géré le temps de travail, d'automatiser la chaîne des ressources humaines et aussi améliorer l'expérience professionnelle via des services RH accessibles en ligne. Alors, tous ces objectifs seront détaillés dans un guide des thématiques qui pourra vous aider à choisir la thématique qui sera la plus pertinente pour votre établissement. Alors, en ce qui concerne les modalités de financement pour ces appels à projets, l'enveloppe régionale dédiée est de 4,4 millions d'euros. Donc, contrairement à la première partie, à HospiConnect, où les montants financiers étaient basés sur le nombre d'agents, pour ces appels à projets, on revient sur l'activité combinée. Donc, si votre établissement a une activité combinée inférieure à 7 000 euros, le montant sera de 35 000 euros. Si votre établissement fait partie de la catégorie B, donc sera de 50 000 euros maximum. S'il est dans catégorie C, ce sera de 85 000 euros. Et si votre établissement a une activité combinée supérieure à 230 000, l'enveloppe sera de 205 000 euros. Alors, les versements des financements seront octroyés au projet, donc 50% en 2026, suite à l'acceptation et à l'étude du dossier par l'ARS. Et les 50% restants seront versés à la fin de l'instruction lorsque les objectifs auront été validés par l'ARS. Alors, les critères d'éligibilité. Alors, en ce qui concerne donc, le rattrapage de la maturité numérique, donc il n'y aura pas besoin de candidater à HospiConnect Open 2 pour pouvoir prétendre à l'appel à projet de rattrapage de maturité numérique. Donc, en fait, il faut que ces établissements n'aient en fait bénéficié d'aucun versement à l'usage, soit sur le programme SNES, soit sur le programme Open 2 phase 1. Donc, pour les autres thématiques, donc, il faudra absolument que la candidature ait été validée sur le dispositif HospiConnect Open 2 et avoir déposé la note de cadrage et avoir répondu aux éléments de maturité. En ce qui concerne les critères de sélection qui seront exercés par l'ARS, il est demandé un respect des équilibres des établissements, donc c'est-à-dire une répartition entre les établissements publics,
privés et établissements à but non lucratif, et aussi effectivement d'optimiser l'enveloppe régionale qui nous est déléguée. Au niveau de la sélection des candidatures, l'ARS se penchera de façon plus spécifique sur les projets qui valorisent la mutualisation et la convergence des systèmes d'information, des organisations et des pratiques. Elle veillera aussi à ce qu'il y ait une représentativité des activités, donc que ce soit de la MCO, du SSR, de la psychiatrie, de l'hospitalisation à domicile et de la dialyse. Et aussi qu'il y ait aussi une représentativité des cinq thèmes évoqués un peu plus précédemment. Et au niveau de chaque dossier, donc l'ARS veillera à ce que les établissements soient toujours en phase avec les différents programmes, les programmes numériques nationaux, à la diversité des équipes projets qui seront construites pour ces appels à projets, et s'assurer aussi que ces projets ne soient pas uniquement portés par la DSI, mais aussi par les référents métiers. Et éventuellement veillera à ce qu'il y ait éventuellement des engagements des partenaires industriels qui se seront engagés à fournir des solutions adéquates. Alors, la maille de candidature se fera au niveau du FINES PMSI. Mais ce FINES PMSI peut engager plusieurs établissements géographiques, qu'ils soient rattachés ou non à cette même entité juridique. Le nombre d'établissements et le type d'établissement devra être explicitement décrit au moment de la candidature. Alors, pareil, donc cette candidature se fera au niveau de la plateforme Convergence, et donc avec l'identification du périmètre des établissements engagés dans le projet, donc s'il y a 1, 2 ou 3 établissements, l'identification de l'équipe projet et du porteur responsable, hein, donc ça c'est important pour pouvoir communiquer avec la personne en cas d'échange, et le descriptif du projet. Donc il faut savoir que vous aurez le choix, c'est un peu à la carte, c'est-à-dire que vous pourrez choisir entre 1 et 4 objectifs. Le principal est que ce soit vraiment en phase avec votre stratégie d'établissement. Et on vous demandera aussi un prévisionnel des dépenses sur l'exercice 2026-2027. Donc, concernant ce point-là, pour l'instant, on n'a pas encore exactement défini quel sera le niveau de dépenses qui vous sera demandé. Je pense qu'on viendra vers vous ultérieurement. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'un établissement ne peut pas candidater à plus de 2 projets. En ce qui concerne les GHT, en fait, on leur demande de choisir au moins un projet commun, voilà, toujours dans ce souci de convergence. Et un établissement parti, s'il veut, peut choisir un deuxième projet indépendant, mais aussi avec la validation du GHT. Alors, en ce qui concerne le planning, donc dès que la plateforme Convergence sera ouverte, vous avez jusqu'au 29 mai pour soumettre vos candidatures. L'instruction des appels à projets aura lieu entre le 30 mai et le 2 octobre 2026. Et le 2 octobre est la date limite de l'instruction par l'ARS. Et donc à la suite des instructions, les délégations financières seront faites aux établissements. Et enfin, donc en 2027, ce sera la deuxième année. Le 30 juin 2027, ce sera la date limite pour faire le dépôt des preuves. Et donc les instructions pour les ARS se feront au courant de l'été avec la date de sélection. La date de sélection se fera en septembre-octobre.
Je vais passer la main à Jean-Baptiste pour l'accompagnement du grade. Je vais commencer pour la partie générale sur cet accompagnement. Déjà, pour résumer un petit peu tout ce qui vient d'être dit, voilà, retenez qu'il y a quand même finalement 3 sources de financement possibles. Achat de matériel lié au financement des moyens d'authentification. Aussi, ensuite, il y a le programme Open sur la partie de mise en œuvre de ces modalités-là et accompagnement des usages. Et troisième source de financement, l'appel à projet avec les différentes thématiques. Et ces appels à projet dépendent de la candidature avant le 13 février aussi aux premières briques du programme. Donc, 3 sources de financement, on pourra y revenir s'il faut recreuser certaines d'entre elles. Il y a pas mal de questions, enfin, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat, on y reviendra aussi, on ne vous a pas oublié. Donc, sur l'accompagnement, donc en région, voilà, on est en train d'esquisser un accompagnement sur ces différentes briques, sur ces différents programmes. C'est un accompagnement qu'on mènera avec l'ARS et l'assurance maladie, nous au sein du grade. Et donc, voilà, on peut résumer ça entre quatre gros blocs. Le premier bloc, c'est l'information sur le programme. Et effectivement, il va falloir un petit peu aussi digérer toutes ces informations pour vous. Donc, on sera là pour vous aider aussi, pour vous rencontrer, vous aider à comprendre ces différentes thématiques et puis communiquer dès on aura des informations sur le sujet. Donc en région, l'ARS, le grade et l'assurance maladie feront cela. On vous aidera aussi, on peut vous accompagner sur la mise en œuvre, notamment pour la consultation du DMP. Il faut un des prérequis, c'est d'avoir des logiciels type DPI qui soient compatibles pour consulter de manière intégrée le DMP. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être financé par l'État avec les mises à jour Ségur, ce qu'on appelle le programme SONS. Donc on pourra vous accompagner aussi sur cette dimension-là. On vous accompagnera aussi sur l'appropriation métier à la consultation du DMP. On le fait déjà au sein de certains établissements, des ateliers de sensibilisation de vos professionnels, d'intervention en CME, vous aider aussi à réfléchir sur la partie de gestion du consentement, comment elle se décline au sein de votre établissement, du consentement patient à la consultation du DMP. Et puis on a un certain nombre d'outils et de supports clés en main qui peuvent être mis dans des salles d'attente, qui peuvent être distribués aussi à vos professionnels de santé ou utilisés lors d'événements avec vos professionnels de santé. Donc on est là aussi pour vous les mettre à disposition. Et comme ça a pu être fait sur les autres programmes, donc précédemment dans le programme Open 2, phase 1 et Sun ES, vos référents en région restent disponibles pour faire des points réguliers, savoir où est-ce que vous en êtes de l'avancée de votre programme et vos éventuelles d'avancée de l'atteinte du programme et vos éventuelles difficultés. Donc ça, c'est sur la partie mise en œuvre des prérequis et il y a toute une brique, je laisserai Jean-Baptiste intervenir sur l'identification électronique. Là, on a un accompagnement même spécifique concernant cette mise en œuvre. Et enfin, l'accompagnement aux usages, une fois qu'on a déployé les briques techniques, il s'agit aussi bien évidemment de faire décoller les usages au niveau des professionnels. Donc là, on peut être aussi un facilitateur, un lien pour faire le lien entre vous, établissements de santé, lorsque les premiers auront déployé et auront des usages, ce sera l'occasion d'en faire bénéficier et de le partager auprès des autres établissements via des rétextes notamment. Et puis on organise déjà aujourd'hui et on continuera avec vous des ateliers autour du partage de données à l'échelle d'un territoire, parce qu'échanger de la donnée, consulter des documents, encore faut-il qu'il y ait une dynamique cohérente au sein d'un territoire. Donc c'est intéressant de réunir les acteurs d'un territoire, ville, hôpital, médico-social, autour d'une même table pour travailler sur quel document est pertinent et comment, quand se les partager. Donc on a déjà mené un certain nombre de projets avec différents territoires. Donc, c'est quelque chose qu'on vous propose également. Et je laisse la parole à Jean-Baptiste sur l'accompagnement spécifique sur l'identification électronique. Ouais, merci Adrien. Donc effectivement, au grade, on met en place une équipe dédiée aux questions autour de l'identification électronique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un webinaire qui va avoir lieu le 29 janvier, dans 3 semaines. On vous enverra évidemment les invitations dès que l'heure sera fixée, donc qui sera un webinaire axé vraisemblablement, enfin beaucoup plus technique que celui-ci, technique et puis technico-fonctionnel, on va dire.
Donc, ce sera l'occasion, mais aussi à tout moment de votre côté, de nous poser toutes les questions que vous pourriez avoir et on s'engage à vous y répondre individuellement. Évidemment, on produit un travail de veille et de diffusion des ressources. Et puis, par rapport à la mise en œuvre spécifiquement du mode AIR pour la consultation du DMP, on peut être aussi un point d'appui sur toutes les questions techniques peut-être que vous auriez à ce sujet-là. Donc, comme l'a dit Adrien, l'offre d'accompagnement, elle est en construction permanente, hein, si vous voulez. Et donc, en particulier, elle va être nourrie par l'analyse des réponses au questionnaire régional d'évaluation de la maturité, dont je vais parler juste après. Dernier petit point, il y a donc une boîte mail hein, que vous avez en bas, l'accompagnement Ségur, e-santé-pays-de-la-Loire.fr, qui est un peu le point d'entrée global sur toutes les questions que vous aurez. Et puis, évidemment, derrière, eh ben, ce sera les équipes les plus à même d'y répondre qui vous répondront. Donc, le dernier petit focus, donc, c'est sur ce fameux questionnaire régional d'évaluation de la maturité sur la gestion de l'identification électronique. Donc, le lien sera disponible dans le support et puis on va pouvoir vous le mettre aussi, j'imagine, dans le chat. Donc, c'est un questionnaire sous format QCM qui a été co-construit par l'ANS et les différentes régions, donc en particulier nous-mêmes, qui a pour objectif d'aborder les templates que sont le cycle de vie des identités, la gestion des droits et des accès et les MIE, donc autrement dit, tout ce dont il va être question lorsque vous allez travailler dans le cadre du programme HospiConnect. Alors, quel est l'intérêt d'y répondre dès aujourd'hui? Ben, c'est ce qu'on a formalisé sur la droite. Vous êtes donc un établissement de santé, la petite bulle bleue en haut. Et ben, répondre à ce questionnaire, ça peut être l'occasion pour vous de faire le point sur votre situation actuelle avant de démarrer le projet. C'est déjà une première étape qui peut être intéressante à notre sens pour préparer la note de cadrage qui sera à fournir en 2026. Et puis, par les questions qui sont abordées dans ce questionnaire, ça pourra peut-être déclencher de votre côté des questionnements et pour lesquels vous pourrez évidemment nous solliciter pour qu'on échange à ce sujet. Donc, de notre côté, groupement e-santé en bas à droite, eh bien, ça nous permet, lors de l'analyse des réponses, de détecter peut-être déjà dès maintenant les éventuels points chauds, si on constatait que différents établissements rencontraient des problèmes communs, et ainsi axer peut-être nos priorités d'accompagnement. Et cette analyse de résultats permet aussi de nourrir des travaux qui sont en cours, toujours en cours avec le national et les autres régions, puisqu'on échange dans le cadre de groupes de travail. On met en commun les tendances lors de l'analyse de ces questionnaires, des réponses aux questionnaires, ce qui permet du coup, en bas à gauche, à l'Agence du numérique en santé, l'ANS, de prendre en compte ces remontées du terrain. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire part de toutes les difficultés que vous rencontrez, parce que derrière, nous, on peut les communiquer à l'ANS, et l'ANS peut ainsi adapter éventuellement ses services, proposer des kits et des guides qui soient les plus proches des besoins du terrain. Et tout ça aussi a pour objectif, dans nos groupes de travail, d'identifier les fameux indicateurs de maturité qui seront aussi à remplir en juin 2026. Donc, ils sont en cours de construction. Plus on a de réponses au questionnaire, plus on voit comment sur le terrain ça se passe, plus ces indicateurs de maturité qui seront attendus seront, je dirais, pertinents, ou en tout cas en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, du coup, en retour, eh ben, les établissements pourront bénéficier de toutes ces améliorations, on va dire, côté ANS. Ce questionnaire nécessite quand même des connaissances, pardon, excuse-moi Laetitia, juste en un mot, plutôt d'avoir un regard peut-être potentiellement un petit peu technique hein, sur les sujets au sein de votre établissement, donc que vous soyez côté DSI peut-être ou qualité. On estime à 15-20 minutes le temps pour y répondre, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà fait et on vous remercie beaucoup pour ça. Mais en tout cas, pour toute difficulté lors de la complétion du questionnaire, n'hésitez surtout pas à nous solliciter parce qu'on peut tout à fait envisager d'y répondre en direct ensemble dans le cadre d'un échange téléphonique. Voilà pour ça. Alors, on met à votre disposition un certain nombre de sources documentaires. La première chose, c'est un glossaire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas forcément familiarisés avec tous les trigrammes dont on vient de parler aujourd'hui. Donc, vous avez une définition de ces des différents termes que nous avons utilisés aujourd'hui et ces trigrammes aussi vous envoient sur des pages officielles qui vous donneront un peu plus de détails sur tout dont on vient parler, puisqu'on l'a répété à plusieurs fois au cours de ce webinaire. C'est HospiConnect Open 2 et appel à projet Open 2 ne s'adresse pas uniquement au DSI, mais à l'ensemble, comment dire, des métiers des établissements.
Alors, il va y avoir un certain nombre de documents sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour faire acte de candidature. Donc, la page internet du programme Open 2 va être mise à jour très, très prochainement et vous y retrouverez donc normalement l'instruction lorsqu'elle sera publiée au bulletin officiel, le guide des indicateurs d'Hospiconnect dont nous avons parlé au cours de ce webinaire, le guide des thématiques des appels à projets avec un peu plus de détails sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ainsi que le fichier des établissements éligibles avec les montants plafonds avec Hospiconnect. Donc, vous aurez les montants par année et il y aura aussi le montant auquel vous aurez droit pour le volet matériel. Et enfin, sur cette page du programme Open 2, vous aurez aussi à la disposition le lien pour vous connecter sur la plateforme Convergence pour faire acte de candidature. Donc, parallèlement au support régional que nous vous proposons, il y aura aussi un support national proposé par l'ANS et la DNS avec des webinaires qui seront à destination des établissements et des régions pour vous accompagner dans la mise en œuvre de des priorités techniques et organisationnelles. Il y aura aussi des rétextes de pilote de la vague 2 qui vous seront proposés. Il y a aussi des groupes de travail qui sont mis en place via les fédérations hospitalières, des journées de formation. Il y aura aussi une foire aux questions à destination des établissements qui va être mise en place, et ainsi que des guides nationaux. Donc, certains sont déjà consultables. Donc, Laetitia, si tu veux passer la slide d'après. Voilà, donc il y a déjà des guides que vous pouvez déjà télécharger pour vous imprégner des thématiques dont nous avons parlé aujourd'hui, donc ce qui concerne le partage des données, la consultation du DMP pour les professionnels de santé, la sécurisation des moyens électroniques d'identification. Il y aura un guide du déploiement de la consultation de mon espace santé en établissement de santé qui va arriver prochainement, et aussi le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP. Voilà, donc tous ces documents-là sont déjà disponibles sur le site de l'ANS. Alors, les contacts aussi, c'est très important. Je pense de toute façon, vous nous connaissez tous. Donc moi-même, donc référente régionale pour le programme Open 2. Donc, avec la boîte mail sur laquelle vous pouvez nous contacter. Donc, Laetitia, donc, qui s'occupe plus précisément du Ségur. Avec son adresse, et puis donc l'équipe du GRAD, donc sur toute la partie Hospiconnect, donc avec Benoît, Jean-Baptiste et David, qui pourront répondre à toutes les questions techniques que vous pourrez avoir sur ces projets-là. Et puis votre équipe Ségur, que vous connaissez, qui est organisée par département. Alors, je pense que nous allons pouvoir passer aux questions. Il y en a un certain nombre, qui sont déjà dans le chat. Je vous propose de reprendre celles dans le chat, mais n'hésitez pas aussi à en poser d'autres, soit dans le chat, soit on pourra. L'heure est venue aussi de rouvrir les micros, donc vous pourrez aussi bien sûr intervenir de vive voix, c'est tout aussi simple. Ouais. La question par rapport à la signature des conventions, ça avait été répondu. Donc c'est vraiment à la date de publication de l'instruction où vous pourrez prendre en compte les factures pour le projet. Il y avait une question de Bernard Geffroy sur le volet matériel dans le cadre de l'usage d'une carte établissement en substitution à la carte CPS. Le solde est-il intégralement versé à l'établissement par la ANS? Donc ça, on a répondu que oui, mais je reviens sur cette question. Ce qui est important, c'est que, comme évoqué par Benoît, les CPE seront voués à disparaître dans le temps. Ce n'est pas un dispositif qui va rester. Donc je ne sais pas si carte d'établissement, c'était ça derrière, si c'était vraiment une CPE ou si c'était simplement un autre moyen d'authentification, un autre type de carte. Et dans ce cas-là, effectivement, le solde pourra être versé. Alors, prévoyez-vous de valoriser le temps des agents des DSI sur les actions ciblées menées en interne? Donc, oui, tout à fait. Ça, on y a répondu, effectivement. Ouais. Alors, un établissement
type HAD, est-ce qu'un infirmier libéral intervient pour la prise en charge d'un patient? Peut-il considérer comme un agent? Normalement, oui. Oui, puisque ça a été... pardon. Je vais pas m'avancer là-dessus puisque je ne sais pas comment a déclaré l'établissement au niveau de la SAE. C'est ça, je me souviens de la question qui a été posée au national, la même question. Oui. Et en fait, tout dépend, effectivement, sont pris en compte les libéraux qui ont été déclarés à la SAE. Donc, tout dépend si le libéral en question a été déclaré lors de nos déclarations SAE. Oui. Alors, financement par ES et non par GHT comme Open 2 phase 1. Non. Alors, c'est l'établissement support de GHT. Le financement sera versé à l'établissement support de GHT en prenant en compte les établissements partis. Donc après, ce sera à l'établissement support de GHT de répartir les financements par établissement parti. Une question sur l'entité juridique. Si l'entité juridique n'est pas dans notre région, par exemple, en Île-de-France, qui pilote l'instruction du dossier? Ce sera comment dire l'entité, ce sera comment dire l'ARS dont dépend l'entité juridique. Donc, effectivement, qu'on se retrouve nous à gérer des établissements sur lesquels en fait on n'a pas forcément de vision, mais en fait on communique entre ARS pour s'échanger les informations. Tu as une question sur comment se passe la candidature pour un GCS Labo. Alors, j'ai fait une réponse, tu me diras si c'est correct. Pour moi, donc, un GCS Labo n'est pas considéré comme un établissement sanitaire selon les critères d'éligibilité que j'ai remis. Donc, pour moi, ils ne sont pas éligibles à ce programme. Tout à fait. Ensuite, il y a deux questions similaires. Enfin, c'est la même question, finalement. Comment on déclare une équipe projet pour un GHT? Est-ce qu'il faut déclarer l'équipe dans chaque établissement ou... Non, c'est une équipe, je dirais, GHT, supra GHT. Donc, mais ça n'empêchera pas après d'avoir des référents dans chaque établissement. Sur l'appel à projet, il y avait une question sur les thématiques liées au rattrapage. Donc là, ce que Benoît a répondu, ce qui est important de noter, c'est que ce rattrapage, c'est pour les établissements qui n'ont pas candidaté ni à SNES ni à Open 2 phase 2, donc on en a très peu. Très peu, voilà. On en aurait potentiellement un seul éligible. Donc il faut considérer que cette partie rattrapage ne vous concerne pas a priori. Exactement, puisque tous les établissements, lors de la phase 1, ont atteint au moins un objectif. Une question sur ce qui peut être financé, notamment sur les établissements qui ont déjà investi. Est-ce que sur ce qui présentent leur facture de 2025, 2024, c'est vraiment à partir de la date de publication de l'instruction. On a fait le tour des questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main si vous souhaitez en aborder une à l'oral. Et si vous souhaitez qu'on revienne sinon sur certaines parties peut-être plus en... Je vais peut-être juste, Adrien, prendre la main parce que ça va répondre aussi à la question qui vient d'arriver sur les CPE. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les CPE nominatives ou les CPA aussi nominatives sont liés à des identifiants locaux et pas des identifiants nationaux. On pourra aborder ce point lors du 29 janvier, mais ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il va y avoir un nouveau service qui est en cours de mise en place par l'Agence du numérique en santé, qui s'appelle Pro Santé Identité, et en fait, qui permet de générer des identifiants nationaux à des professionnels qui ne sont pas forcément des professionnels ciblés par le RPPS et RPPS+. Et donc après, du coup, le fait d'avoir un identifiant proposé par ProSanté Identité va permettre à ces professionnels-là de disposer de modalités d'identification électronique. Alors derrière, après, sur les détails, on n'a pas encore assez d'informations. Alors est-ce que cela va générer le fait de pouvoir disposer de nouvelles CPE nominatives ou d'autres dispositifs? Ça, on ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si jamais vous êtes un établissement et que vous vous dites que je vais commander par exemple des CPE nominatives pour tous mes agents, parce que ça va me servir à la connexion dans le SI, mais aussi à accéder aux salles de réunion, à la cantine, à l'accès à certains locaux, etc., etc. C'est pas forcément une stratégie
voilà, qui va pouvoir perdurer à moyen et long terme. Mais on en reparlera de manière plus détaillée le 29. Je Et pense j'en que profite aussi parce que ça fait référence aussi à une autre remarque. Quand on entend authentification forte, mais on verra tous les dispositifs qui peuvent être considérés comme de l'authentification forte, on n'est pas uniquement sur de l'authentification forte qui sont proposées aujourd'hui dans les moyens ProSanté Connect, donc à savoir la ICPS et CPS. Il y aura d'autres modalités qui sont proposées par ProSanté Connect, mais vous pouvez aussi avoir d'autres modalités hors ProSanté Connect qui sont considérées comme du deux facteurs. Et là, on verra vraiment plus en détail le 29 comment on fait pour considérer une authentification qui peut être un moyen d'authentification locale comme du 2FA. je pense que ça répond aussi à la question sur les UPS+, ce que tu as dit précédemment. Une question sur les questionnaires de maturité, est-ce qu'il faut y répondre au niveau GHT ou au niveau local? Je pense que ce sera local, mais je ne vais pas trop m'engager. Je reviendrai vers vous sur cette question-là. Et si c'est le questionnaire là en cours pour comprendre où vous en êtes de vos différents projets portés par le groupement, j'ai envie de dire, tout dépend si les moyens d'identification et d'identification sont unifiés. Dans ce cas-là, vous pourrez répondre une seule fois et spécifier les établissements pour l'ensemble, c'est ça? Tu me confirmes, et sinon un remplissage par établissement localement si les moyens mis en place sont complètement différents. Je ne sais pas si on a la réponse, Dominique. Quels sont les coûts, s'il y a des coûts récurrents chaque année sur les moyens mis en place, est-ce que ça peut être pris en compte dans les Bonne question. factures éligibles? Je ne sais pas. Je prends votre question, Monsieur Batti, et on reviendra vers vous. Et donc le financement aussi, s'il faut financer des cartes CPX ou des moyens d'authentification, si c'est multisite. Pareil, question, je prends aussi votre question et on reviendra vers vous aussi. Alors, qu'en est-il des intérimaires qui a commandé la CPS? Ça, on n'a pas de réponse non plus à ça, hein. Donc, en fait, je ne sais pas si Jean-Baptiste Benoît. Bah, ça fait un peu le lien avec la dernière question qui est posée là, et c'est une de nos interrogations qui reste avec ProSanté Identité. Par exemple, on pourrait se dire que un infirmier qui travaille pour un établissement de santé et qui veut pas s'inscrire à l'ordre, alors que normalement c'est une prérogative, potentiellement on pourrait lui fournir une identité nationale au travers de ProSanté Identité. Mais après, quid de ce qui se passe si derrière il s'inscrit au RPPS? Est-ce que l'identifiant qui lui est fourni par ProSanté Identité va venir être écrasé par le RPPS+? Dans ce cas-là, ça nous demandera de faire des modifications sur potentiellement vos applis d'annuaire, de type IAM et tout. Enfin, il y a pas mal de questions là-dessus qui sont encore en suspens et qu'il faut qu'on creuse avec le national sur ce futur service qui est ProSanté Identité. Très bonne question. Qui paye l'idée, le site? La question, c'est pourquoi? Pour l'adhésion à l'ordre? L'adhésion à l'ordre, ça reste à l'infirmier. Je ne sais pas si c'était ça la question derrière. Théoriquement, c'est l'infirmier qui paye. Mais c'est vrai que cette paye son problématique inscription. des IDE qui refusent de s'inscrire à l'ordre et en conséquence de l'accès, de la mise à disposition d'une carte CPS, ça c'est. Je crois qu'on avait échangé là-dessus, mais beaucoup d'établissements sont concernés, ils nous remontent ce problème. Qu'on remonte aussi au national. J'espère que courant janvier, on pourra avoir des éléments un peu plus concrets côté national là-dessus, parce que
c'est vraiment un problème récurrent et on voit bien que dans le cadre de Speak Connect, vu qu'on attend des IDE qui soient les premiers concernés au même titre que les médecins pour l'accès au DMP avec un RPPS connu, etc. Et bah, s'il y a un blocage dès le départ, ça va être compliqué. Donc c'est un sujet de préoccupation que vous êtes nombreux à avoir et qu'on a bien pris en compte et qu'on va remonter au national en espérant avoir des réponses concrètes là-dessus. Donc, si je résume à nouveau, Speak Connect, ça regroupe un volet matériel où vous pouvez vous faire financer, soit disposer de cartes de l'ANS et donc gratuitement des cartes de l'ANS, soit venir vous faire financer des moyens d'authentification. Donc ça, c'est pour la partie purement matérielle. Et puis après, ça implique des transformations au sein de vos ETSI, transformation des pratiques. Donc là, c'est le volet Open 2 avec certains financements éligibles chaque année sur 3 ans, présentation de factures. Pour ces volets-là, vous avez jusqu'au 13 février pour candidater, sans aucun prérequis, si ce n'est de nommer une équipe projet qui peut évoluer par la suite. Voilà, il n'y a rien à perdre à candidater. Il y a un certain nombre de financements à la clé jusqu'au 13 février. Et le dernier point, c'est des appels à projets sur des thématiques qui changent un petit peu des thématiques habituelles. Exactement, qui vraiment prennent en compte, qui prennent en compte la stratégie de l'établissement. Et donc là, il faut déjà avoir candidaté au premier point évoqué pour pouvoir candidater à l'appel à projet. Et là, ce sera des dossiers à monter. Voilà. Donc, je pense qu'on va, comme il n'y a plus de questions, donc on va conclure maintenant. Le webinaire a été enregistré et vous sera diffusé, ainsi que le support. On viendra au courant, bien sûr, dès que la page Open 2 sera mise à jour, pour que vous puissiez retrouver toute la documentation nécessaire pour monter vos dossiers. Voilà, en vous remerciant de votre participation et n'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.